tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces sujets. C'est Julien, votre hôte. On est parti pour un nouvel épisode explicatif, discussion autour du sujet de l'échec sur les entraînements. C'est un sujet que j'avais déjà traité, je pense, il y a un an et demi sur le podcast. Je vais le refaire à neuf, cet épisode, avec un petit peu d'actualité, parce que je trouve qu'il y a une petite tendance qui s'est développée sur l'année... surtout 2023-2022, on va dire aussi. Et j'ai mon petit warning à poser sur cet épisode, donc j'espère que ça sera écouté par tout le monde et avec attention. En fonction du coup de votre pratique, ça peut être assez intéressant. Si vous êtes novice, vous allez en apprendre beaucoup sur la notion d'échec, et si vous êtes déjà pratiquant un peu sérieux, eh bien peut-être que vous aurez encore à apprendre ou à désapprendre. Pourquoi ? Alors, on va aller rentrer directement sur le sujet. Sur l'épisode du jour, je vais d'abord revenir sur bien sûr ce que c'est que la notion d'échec et d'effort à l'entraînement. On va parler un peu d'études, et évidemment, il faut toujours qu'on mette un peu de contexte scientifique et qu'on aille montrer un petit peu ce que ça donne sur ce terrain-là. Et ensuite, les discussions que je trouve d'actualité et les points d'attention qui peuvent être utiles de votre côté. Sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode du jour. Ok, j'espère que vous allez bien les athlètes, on se retrouve pour ce nouvel épisode explicatif. De mon côté, écoutez, ça va, c'est l'automne, ça va moyen, mais ça va. On est là pour cet épisode. Niveau pratique, bah écoutez, je suis toujours dans ma prise de masse et je suis dedans pour un bon moment. Il y aura des mini-cuts comme d'hab au cours d'une prise de masse, mais voilà, je suis encore dedans pour longtemps et l'hiver arrive et plein de nourriture approche, donc je suis assez content d'être à cette période de l'année parce que vous savez, je suis alsacien. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui, je suis alsacien depuis plus d'un an. Et ici, Noël, les périodes hivernales, c'est une belle période d'année. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de bouffe. Il y a de quoi faire des prises de masse. Ça, c'est sûr, on a ce qu'il faut ici. Et du coup, c'est cool. Ça approche. On a le marché de Noël qui démarre fin novembre. C'est une belle période de l'année à Strasbourg, mais aussi dans les villages et villes alentours. Et c'est assez cool. Déjà, on a l'automne, c'est sympa. Et après, on a la belle saison hivernale qui démarre. Donc, assez sympa pour les prises de masse côté évolutif. Côté training, écoutez, ça se passe bien. J'ai eu un petit blocage au dos, bêtement, cet été, en début d'été. Au retour de Corée, j'ai une de mes sangles qui a lâché sur mon RDL. Et assez souvent, elle lâche parce que j'ai une bonne charge sur les soulevés de terre, j'ai entendu. Sauf que en lâchant, mon dos s'est décalé. Je suis tombé d'un côté et je me suis blessé un peu le bas du dos. Ça a mis un peu de temps à récupérer, donc j'ai dû réduire mes charges, attendre un peu que ça récupère, que l'inflammation diminue. Et je remonte ma charge à mon ancien PR qui était 182,5 x 10. C'était le cap de l'année. Et au final, ce cap de l'année, je l'ai atteint plus tôt. Je m'étais dit, vas-y. Du coup, je vais monter à 185 x 10 cette année. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais si au moins déjà je reprends mon ancienne perf, ça serait cool. Tout en prenant soin de mon dos, parce que c'était un super exercice pour travailler en même temps aussi les érecteurs spinaux, le bas du dos, ce qu'on appelle grosso merdo les lombaires, ischio et fessiers bien sûr. Donc niveau progression, c'était un petit peu là-dessus que ça se jouait. J'avais un petit peu mal au début d'été, maintenant ça va. Et tout le reste, écoutez, on progresse comme on peut en fonction de... Là j'ai une grosse période de sommeil et de stress assez importante depuis la fin de l'été. Pareil, je gère un peu avec ça. J'essaie de reprendre une belle progression comme je l'avais sur mon best de prise de masse. C'est pas le meilleur, je peux faire mieux. On verra sur les prochains temps. Si vous voulez, ça sera peut-être le prochain épisode, si vous voulez, sur comment optimiser ces points-là. Stress, sommeil, si vous voulez, je peux faire ça en prochain épisode. Donc, on est reparti sur nos choux, sur notre épisode. Sur l'épisode du jour, d'abord, on va revenir sur la notion d'échec et sur le fait de comment ça se passe, en fait, sur l'effort à l'entraînement. On utilise plusieurs échelles pour déterminer l'effort à l'entraînement. Vous connaissez certainement la notion de RPI, donc la notion d'effort qui va monter de 0 à 10. Grosso merdo, mais simplement, en fait, le RPE 10 étant le niveau d'effort perçu maximal, donc c'est ce que vous considérez comme le maximum que vous pouvez donner. Et ensuite, vous avez l'effort réel, où on utilise plutôt la notion de répétition à l'échec, et donc ce qu'on appelle le RIR, combien de répétitions il vous reste dans le tank, en réserve, pour aller toucher cet échec réel. Techniquement, le RIR s'approche plus de la réalité physique, et le RPE s'approche de la différence mentale. Par exemple, je peux dire je suis à RPE 9, 10, donc je suis à une de rep de l'échec que je perçois. Le RIR, c'est la réalité, c'est combien de répétitions j'ai réellement de l'échec. Techniquement, évidemment, le RIR est plus intéressant, puisqu'il enlève le biais cognitif directement dans notre question. Donc c'est sûr que c'est un peu plus réaliste. Cependant, pour le mesurer soi-même, c'est extrêmement compliqué. Déjà, on peut se dire qu'avec le niveau de pratique, plus on est avancé,
plus on mesure facilement cette répétition à l'échec. On va revoir ça aujourd'hui d'ailleurs avec une étude très sympathique. Et est-ce que c'est le cas à votre avis? Ensuite, 2, est-ce que le RPE est une notion sympathique en sachant qu'il y a le biais de votre information personnelle de vous dire est-ce que vous êtes vraiment à l'échec? Et là aussi, à votre avis, est-ce que c'est réaliste ou pas? On va voir ça ensemble. Oui et non, on va voir ça. Donc en tout cas, on essaye de mesurer cette distance à l'échec. Et l'idée, c'est ce qu'on retient, c'est qu'il faut se donner sur ces entraînements. Donc on est souvent dit de se dire, voilà, j'essaye d'aller approcher cet échec-là pour être à fond et avoir un maximum de résultats. Certaines personnes s'entraînent systématiquement à l'échec ou en tout cas pensent y être. Et ça, c'est notre notion principale. C'est de dire que l'échec, c'est votre niveau maximal auquel vous n'avez plus de répétition possible. Un véritable échec, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition supplémentaire faisable sans une technique modifiée. C'est-à-dire que votre technique n'est plus la même, elle est plus facile, vous avez un petit niveau de triche qui fait que vous allez atteindre une petite répétition supplémentaire, mais techniquement, la répétition à l'échec réel, c'est une répétition qui est valide. Ça, c'est, je pense, assez logique, mais on va quand même refaire le tour de la question. Évitez de modifier votre technique pour aller chercher une répétition supplémentaire. Si elle est dégueulasse, elle n'a pas vraiment de valeur. D'accord ? Comptez pas ça comme un PR si la répétition, elle n'est pas propre, elle n'a pas atteint la même amplitude que les répétitions d'avant. Je sais qu'il y en a plein qui font ça, mais soyez réalistes, les gars. C'est une question d'ego, mais si la répétition supplémentaire au squat, elle a fait que la moitié du chemin par rapport à celle d'avant, c'est pas bon. Donc, on va revenir déjà là-dessus. Ok, on met un peu les bases sur la continuité de l'exécution sur des séries, qui fait que vous êtes toujours dans la propreté, d'accord? On reste propre. Ensuite, à partir de ce moment-là, quel est mon arrêt? Quelle est cette répétition finale? Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que si on essaye de le déterminer personnellement, cet échec-là à déterminer en perso, c'est très, très difficile. Et ça demande un peu de connaissance. Dans tout le cas, c'est sûr que si on débute ses premiers entraînements versus c'est quelqu'un qui s'entraîne de 1 an, 2 ans, cette personne-là sera beaucoup plus allée tout au bout de ces répétitions qu'une personne qui débute. Déjà, simplement par la proprioception et la gestion du mouvement. Une personne qui a l'habitude de travailler un exercice ira forcément beaucoup plus loin dans son échec musculaire qu'une personne qui débute son apprentissage sur l'exercice qui ne maîtrise pas encore son mouvement. Par exemple, peut-être que vous vous en rappelez, ou peut-être que vous connaissez ça actuellement, c'est vos premières répétitions sur un développé couché aux haltères. Souvent, quand on débute au développé couché aux haltères, les haltères, c'est un peu bizarre, on les maîtrise pas, ça part un peu dans tous les sens, et le mouvement, il est pas très très fluide, les coudes un peu, ils se baladent, et avec le temps, ici, là, l'échec, c'est la gestion de la stabilité du mouvement, avec le temps, ce mouvement devient plus stable, et l'échec que vous allez trouver, c'est celui dans lequel vos pecs ou vos triceps sont plus capables de suivre le niveau, c'est la fin de votre série, échec musculaire. Et donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que on s'entraîne à l'échec ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher cette dernière répétition possible? Et là, il y a une difficulté. C'est-à-dire que chercher cette dernière répétition possible, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que ça soit pour vous, débutant, ou pour quelqu'un de plus avancé, ça restera toujours difficile. Puisque techniquement, on va au fond. Et ça, c'est jamais facile pour Kevin ou Kevino. Kevino est plus avancé que Kevin, ok? C'est un Kevin numéro 2. Et donc, forcément, il y a une difficulté à aller chercher cette répétition, cette dernière répétition. Par exemple, souvent, on peut se dire... Je perçois que mon RPE 10 aux pompes, je l'ai atteint, j'ai donné mon maximum de pompes, et Kevino, lui, par contre, il dit la même chose, et quelle est la difficulté, la chose que l'on a repérée entre les deux, c'est que Kevino, il est en train de trembler au niveau des coudes, Kevin, il tremble pas. Est-ce que Kevin a vraiment atteint son échec musculaire? Peut-être pas. Il y a de fortes chances que Kevino, lui, par contre, il l'ait atteint. En vérité, en tant que coach, je vous le dis, je sais que quand j'ai un élève, un client, qui a sa pompe qui termine avec des bras qui tremblent, je vais le croire. Si je vois une pompe qui termine sereinement, c'est la fin de la série, il se relève. Bon, voilà quoi. C'est pareil le RDL, soulevé de terre jambes tendues. Si les genoux et les ischios ils sont pas en train de trembler en dernière répétition, ouais, c'est pareil. On sait pas trop. Peut-être que c'est les érecteurs spinaux, le dos qui est en train de crever, peut-être. Mais voilà, en fait, cette notion et ce niveau d'échec, il est atteint difficilement. C'est difficile de l'atteindre. Et ça restera difficile pour Kevin ou Kevino, pour tout le monde. Ça restera très difficile parce que c'est l'effort maximal. C'est l'effort maximal propre que vous pouvez donner. Et ça, c'est très difficile. Surtout sur tous les exercices de toutes les séances de toute une semaine. Parce que ça veut dire être toujours en train de grind et d'aller chercher la fin de cet effort. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et je peux vous le dire, même à vrai, ça fait 11 ans que je m'entraîne maintenant, c'est extrêmement difficile. Je n'y arrive pas.
Pas toutes les séances, hein, bien sûr. Ce que je dis, c'est que je suis incapable de le faire sur toute une semaine. Impossible. Et pour cause, ben tant mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, on va aller regarder un petit peu côté terrain et études, ce qui nous intéresse le plus, la vérification un petit peu scientifique. Qu'est-ce que l'on sait sur l'échec musculaire? On va aller voir 3 études ensemble. Alors, notre premier intérêt, et celui qui est le plus récent que je viens d'aborder avec vous, c'est est-ce que, avec l'expérience, on a une meilleure perception du niveau de RPE, donc la différence à l'échec, ou pas. Et donc là-dessus, je vous ai mis une nuance. Parce que, en réalité, on a démontré, encore cet été, que non, on n'est pas si bon que ça à déterminer cette différence à l'échec. Et cette dernière étude, elle date de juillet, tout simplement. Alors je vais vous citer que les 2 personnes, les premiers noms qu'on a sur l'étude, qui sont Reimertz et Robinson, sur Percept Mote Skills, Changes in Neutral Set, Repetition and Reserve Prediction. Je vous fais pas tout le titre et les 40 mecs qui sont dans l'étude, parce que vraiment c'est super long. Mais bref, en gros, ce qui est sur cette dernière étude de 2023, que vous retrouverez du coup sur Percept Mote Skill, c'est effectivement que en fait on est super nul. Cette différence à l'échec, elle est, pour ces lifters en tout cas, utilisée sur leur bench press, donc sur leur développé couché, n'a pas permis de déterminer qu'ils étaient bons sur la notation de leur RIR, donc leur nombre de répétitions à l'échec. Et cette différence, elle était à peu près de 0 à 7 répétitions de différence. C'est-à-dire que les mecs pouvaient dire « Ok, j'ai plus de réserve possible », et en réalité, ils pouvaient en faire 7 de plus. C'est assez monstrueux parce qu'on peut se dire que les mecs avaient au moins 3 ans d'expérience, et ça fait une différence assez significative. On avait déjà eu une méta-analyse là-dessus, justement, sur plus de 7 reps de différence, encore il y a 1 an, 2 ans, là. Mais en fait, même avec un certain niveau, cet échec est tellement difficile à aller chercher pour plein de différentes raisons qu'en réalité, on l'atteint quasiment jamais. Et donc, une première leçon par rapport à ça, c'est d'essayer d'être vraiment à fond sur ces entraînements, d'essayer d'être à fond, peut-être pas le plus à fond possible, mais en fait, sur un exercice, ce qui va jouer aussi, c'est la stabilité. C'est-à-dire que plus vous êtes stable sur un exercice, moins il y a de variables autour de l'équilibre, le gainage, plus vous avez la possibilité d'aller loin dans la série en question. Admettons, vous faites un leg curl debout au câble. Un leg curl debout au câble, vous savez, vous mettez une sangle sur votre cheville, vous reculez un peu, comme un kickback, et je vais faire mon leg curl au câble. Ok, super. Ici, le problème, c'est qu'on est debout, on se stabilise, on utilise le gainage abdominal, c'est certes, un petit peu de lombaire aussi, forcément, un recteur. Et derrière, on va essayer de stabiliser son genou pour rester dans l'axe du 2e genou et de faire son leg curl au câble. Pourquoi pas? C'est pas un mauvais exercice du tout, hyper intéressant pour ceux qui n'ont pas de machine de leg curl debout. Moi, je l'ai beaucoup utilisé par le passé. Coucou Basic Fit. Et c'est un très bon exo. Maintenant, cet exo, effectivement, il y a la problématique de rester debout, de se stabiliser et d'avoir son gainage en même temps. Donc, techniquement, il y a un malus lié à cette stabilité qui peut nous retrouver à nous mettre en condition d'avoir moins de reps possible qu'en réalité. Autre considération, c'est le confort de l'exercice. Sur cet exercice-là, quand on se donne à fond, ça fait des traces aux chevilles et on se tape un petit peu le mousqueton contre le tibia. Et du coup, ça fait un peu mal. Donc, on se retrouve avec moins de possibilités, techniquement, d'aller approcher l'échec. Alors que si j'utilise une machine leg curl debout qui est superbe, où j'arrive à bien me placer, caler mon bassin, caler mes genoux, j'arrive à vraiment bien stabiliser ma jambe, pas utiliser mon gainage, la proximité à l'échec va être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus réaliste que sur cet autre exercice. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. Sur bench press par exemple, on n'est pas totalement accompagné par rapport à un bench press en machine, une machine de presse de pec, où, admettons, j'ai mes pieds qui sont stables, mon dos qui est stable, etc., j'ai beaucoup plus de stabilité qu'un développé couché aux haltères ou à la barre. Eh bien c'est vrai que la proximité à l'échec au niveau musculaire est beaucoup plus facile à atteindre que dans l'autre situation. Donc, quand on se concentre effectivement sur les notions d'hypertrophie de masse musculaire, c'est vrai que la stabilité, c'est un gros facteur et ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis. Maintenant, même avec l'expérience, on peut voir que se donner à fond totalement dans l'effort, ça reste difficile. On peut avoir la sensation d'être pas mal, mais parfois pas assez. Et donc, la première leçon qu'on a ici, c'est qu'il faut vraiment se donner. D'accord ? Si vous savez que vous êtes là déjà, vous êtes déplacé, vous êtes allé à la salle de sport, félicitations, vous avez fait le chemin, vous êtes allé dans un endroit qui va vous faire du bien au niveau physique sur votre dépense, sur votre quotidien.
Vous allez prendre soin de votre masse musculaire, de vos os, de vos articulations sur le long terme. Notion à retenir pour les prochains points de cet épisode. Vous avez fait un superbe effort, c'est super maintenant. Allez-y et donnez-vous à fond. Rentabilisez ce trajet, rentabilisez ce temps que vous allez passer à la salle de sport. Vous êtes venu, vous avez fait l'effort de venir. Faites-lui honneur à cette salle de sport. Faites honneur à ce moment-là. Donnez-vous. Prochaine étude. Sur notre étude suivante, maintenant, on va se concentrer sur un truc qui vous intéresse beaucoup, je pense, c'est est-ce que se rapprocher de l'échec a stimulé ou stimule tout simplement plus de croissance musculaire que de faire plus de travail. Et oui, parce qu'on a une grande notion en musculation qui est importante, c'est de se dire qu'on a un volume de recrutement musculaire suffisant pour permettre la meilleure hypertrophie possible, la meilleure croissance musculaire. Et sur ce point, on a une divergence, c'est aussi cette considération d'utilisation d'exercices et de notions à l'échec. Et on a eu un bon courant il y a quelques temps de dire voilà, il faut un volume suffisant et ce volume il est de beaucoup. Mais il faut aussi prendre en compte cette notion de proximité à l'échec. Et il y a un truc qui est véridique, c'est que voilà, des fois il faut faire travailler plus quelqu'un pour qu'il aille chercher plus de travail, parce qu'il n'est pas capable de se rapprocher à l'échec. C'est un moyen de faire plus de travail, effectivement, et d'obtenir une bonne croissance. Mais personne qui s'entraîne un peu moins et qui s'entraîne très proche de son échec va obtenir plus de résultats. Et c'est notre étude qu'on va regarder tout de suite, donc qui est de 2023 janvier, que vous retrouvez chez Sports Physiol Perform avec monsieur Mirholt et monsieur Solberg, donc Effect of Low versus High Velocity Loss Threshold with similar training volume on maximum strength and hypertrophy in highly trained individuals. So, cette étude du coup nous permettait de comparer les effets d'un entraînement proche de l'échec avec 40% de vélocité, voilà, en perte, avec 3 sets de 8 reps, avec en face des trainings à une petite distance de l'échec, 20% de vélocité de perdu, avec 6 séries de 4 reps. Si vous faites la comparaison, on a autant de répétitions performées au total dans le groupe A et le groupe B. 3 x 8 et 6 x 4, ça nous donne le même résultat. Maintenant, la question, c'est de savoir si est-ce que le groupe qui a réparti son travail sur plus de volume a obtenu de meilleurs résultats que celui qui était proche de l'échec avec son 3 x 8. La réalité, c'est que le groupe qui se rapprochait de l'échec a obtenu vraiment de meilleurs résultats que ce deuxième groupe. Donc, sur 6 semaines, en fait, il y a eu de meilleurs résultats. Et en fait, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'au final, quand on prend les 6 semaines et la réalité de la proximité des participants à l'échec donné et le nombre de répétitions qu'ils ont performé, a aussi donné une différence sur le nombre de répétitions réalisées. Ce qui faisait que le groupe qui se prenait une distance de l'échec a réalisé au total 355 reps. Le premier groupe qui devait se donner proche de l'échec a finalement réalisé 430 reps. Donc en se donnant cette proximité à l'échec, ils ont finalement réalisé aussi plus de répétitions. Donc techniquement, au final, plus de tonnage et de volume réalisé sur la globalité, ce qui leur a permis d'avoir en grande partie de meilleurs résultats. Donc finalement, ce deuxième groupe qui se disait voilà, on va peut-être jouer sur la notion de volume réparti sur la semaine, s'est retrouvé à faire moins de répétitions au total que ce premier groupe qui se donnait plus à fond. Et donc, ça n'enlève pas notre notion de dire que le volume est important. Non, au contraire, on vient à nouveau de voir que le volume est important au final, parce que finalement, ce premier groupe s'est donné proche de l'échec et a fait plus de volume. Addition des deux conditions, plus de résultats. Donc, si on se donne un volume qui est suffisant et qui est suffisamment intéressant et que la personne se donne bien sur ses trainings, on aura de meilleurs résultats. Donc, approchez-vous de l'échec, plus de résultats. Troisième étude. Notre dernière étude. Alors, de 2021 sur Effect of Resistance Training to Muscle Failure on Acute Fatigue. Ok, donc c'est une revue systémique et une méta-analyse. Très sympathique comme sujet. Et donc ici, on va voir sur cette dernière étude, est-ce qu'il est intéressant de s'entraîner vraiment au total échec ou à la proximité à l'échec. C'est là qu'on fait la nuance entre est-ce que je n'ai aucune répétition supplémentaire possible, rappel, c'est très très difficile de l'atteindre, ou est-ce que je me laisse une petite marge, c'est-à-dire que je suis assez proche, je pense être très proche, je me suis vraiment bien donné, je peux peut-être en faire une, peut-être 2 de plus, peut-être 3 en criant sa mère, en ayant les muscles qui tremblent, peut-être 3 de plus, mais pas plus. Voilà.
Je suis presque à fond. Franchement, là, je peux peut-être en faire 1 ou 2, voire 3 de plus, mais c'est quasiment la fin. Ou est-ce que je m'entraîne à l'échec total? Et là-dessus, sur ce sujet, par contre, on n'a pas plus, ou très peu en tout cas, de résultats supplémentaires en étant au véritable zéro. En tout cas, on a plus de négatifs que de positifs sur le véritable zéro. Et ce véritable zéro, on a un problème, c'est que ça induit des niveaux de fatigue beaucoup plus importants, ça va vraiment décupler la récupération et vous demander beaucoup plus de temps pour récupérer, surtout au niveau musculaire, mais aussi au niveau des dommages conjonctifs sur le tissu conjonctif, donc sur vos articulations et vos os. Et là, on arrive dans la dernière nuance, c'est que oui, s'entraîner proche de l'échec, c'est extrêmement intéressant. Vous allez accumuler potentiellement plus de volume, réussir de meilleures performances, de meilleurs PR, la team PR, mais être totalement à l'échec, au total, c'est-à-dire d'être à la dernière des dernières répétitions, va appliquer des dommages tissus articulaires, osseux, et ça met un certain temps à récupérer ça. Et ça peut notamment, si on y est constamment à cet échec total, vous laisser de jolies petites inflammations qui ne partent pas. Donc ça, c'est pas foufou. Donc c'est vrai que c'est pas fou sur la longévité. Et c'est là-dessus, du coup, que je viens sur ce point de podcast avec cette trend de l'échec total. Je vois plein de TikTok, de Reels avec des gens qui grind, qui crient, qui sont à fond, les genouillères, tous les équipements à gogo, en mode je suis totalement à l'échec. Peut-être que vous êtes totalement à l'échec, mais on verra dans 10 ans où vous en êtes. Et c'est là-dessus que ça me fait un peu peur, c'est que il y a un problème là-dessus, c'est qu'il y a quand même une condition de santé. À la base, on fait ce sport pour de bonnes raisons, j'espère, pas que pour une question d'ego. Et c'est vrai que c'est un enjeu de long terme. Est-ce que vous allez tenir sur le long terme? Parce que bon, c'est sympa de faire ce sport, de grave évoluer en 2 ans, 3 ans. Ok, top. Ça vous permet peut-être d'aller chercher quelques positifs en plus. Est-ce que vous serez encore là dans 20 ans? Est-ce que dans un certain temps, vous pourrez toujours prendre soin de votre masse musculaire qui va vous servir énormément avec l'âge? Ça va vous permettre de mettre vos articulations, vos os en sécurité sur le long terme et d'être un grand-père, une grand-mère badass, comme on les trouve en Corée du Sud. C'est ça, c'est vraiment un gros enjeu quand même, parce que à la base, on fait du sport pour la santé, pour tenir sur le terme, et pas ressembler à quelqu'un de cassé en deux à 40 ans. Donc, oui, c'est intéressant d'être totalement à fond, mais il y a un risque. Et c'est vrai que si pour se retrouver avec 40 000 équipements, joueurs et compagnie, et que si on les enlève, il y a douleur, je suis pas certain qu'on ait respecté toutes ces conditions de santé, en tout cas. C'est plus intéressant que de rien faire. On va pas se dire le contraire. Mais, voilà, vous êtes arrivé dans une situation où vous faites quand même du mal. Donc, essayez d'être à fond, ce qu'on va retenir ici. Essayez d'être globalement à fond, mais de ne pas être à cette dernière des dernières répétitions, sans doute faisable. Alors c'est très difficile d'atteindre cette notion-là. Je pense que véritablement, quand on se pose et qu'on réfléchit à sa série, quand on l'a terminée, on est capable de se dire si oui ou non, on était totalement à fond. Il y a un moyen de le voir, et c'est notre 4e étude bonus ici, qui est hyper intéressant. C'est ces petits tips que je peux vous donner du coup sur comment mesurer et voir cette proximité à l'échec, ce que je vous invite à faire. On a une superbe étude qui nous a permis de regarder en fait si globalement, avec vidéo, des coachs de bon niveau étaient capables de voir, en regardant l'exercice des pratiquants, s'ils étaient en proximité de l'échec ou pas. Et cette étude a été une véritable réussite. Et il y a eu un très bon niveau de fixation en fait, du nombre de répétitions de l'échec. Et c'était relativement véridique de ce qui a été remarqué par ces coachs. Donc on est assez bon avec compétences et expérience pour repérer ce niveau de l'échec via la vidéo en regardant quelqu'un. Et donc pour cela, je vous invite à vous filmer. Je sais, se filmer, ça fait un peu je me la montre, etc. Ok, ça marche, il y en a qui peuvent avoir cet avis-là. Mais si vous embêtez pas les gens autour, si vous faites attention globalement à l'environnement autour en posant votre caméra, pas au milieu d'un espace avec 15 personnes autour, vous êtes capable de pouvoir filmer des mouvements qui peuvent être plutôt importants pour vous et de regarder effectivement si vous êtes proche de l'échec ou pas. Ça, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. C'est hyper important.
Moi, je le fais hyper souvent pour des mouvements et franchement, je vous invite à le faire de fou. Vous pouvez vous regarder dans une glace aussi au cours d'un mouvement, si c'est faisable. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est génial. Et en fait, ça vous permet, vous allez pouvoir regarder la vidéo et repérer plusieurs points. D'abord, l'expression faciale. Effectivement, comment vous vous retrouvez avec votre visage en train de faire l'exercice, c'est assez révélateur. Si vous êtes toujours capable de garder un grand sourire à la Ken et d'être en mode gros BG, bon, là, la proximité de 7 reps plus qui a été étudiée, on est d'accord que c'est véridique. Sur une élévation latérale, quand vous donnez à fond, étant donné le niveau de difficulté de l'élévation latérale, c'est comme un shrug. On finit avec une tête les yeux plissés, on ressemble à rien. C'est vrai que c'est véridique pour plein d'exos. Quand on est à l'échec, on peut pas garder une tête de BG, en fait. C'est pas possible. Donc ça, c'est véridique. Premier niveau, votre expression faciale. Après, on peut aussi forcer les traits de l'expression faciale. D'essayer de faire genre on est un peu plus à fond, mais il faut pas se mentir à soi-même. Notre deuxième point, c'est la vitesse des répétitions. En fait, vous allez remarquer si au cours des dernières répétitions, vous allez perdre de la vitesse ou pas. En fait, ici dans notre groupe, le fameux groupe des 40%, il y avait une diminution de 40%, c'est beaucoup. Dites-vous, en fait, sur vos dernières reps, quand je regarde la vidéo, est-ce que j'ai toujours la même vitesse ou pas? Si j'ai la même vitesse et que cette vitesse ne diminue pas significativement, parce que 40% de perte, ça se voit, alors oui, je suis pas à l'échec, ça c'est sûr. Parfois, des fois, on se pose, on fait notre dernière rep au squat, on se pose, on souffle un peu plus, on prend 2-3 secondes de plus, et hop, on repart pour une rep supplémentaire. Cette rep, elle a été aussi vite que la précédente. Vous n'êtes pas à l'échec. Vous voyez, c'est dur, c'est très dur d'être à l'échec. J'ai dit pas que c'est facile les entraînements. Attention sur cet épisode, je l'ai dit plein de fois, c'est très difficile d'être à l'échec. Mais si on se concentre sur ces notions-là, il est véridique que s'il n'y a pas de perte de vitesse, c'est que ça reste non à l'échec. Ça reste plutôt pas facile, on va dire, mais ça reste ok. Donc il y a cette notion de vitesse, et la troisième notion, c'est vos articulations centrales sur le mouvement, vos points centraux. Par exemple, on parlait des coudes pour les pompes, voilà, ça commence à un peu bouger. Les genoux sur le soulevé de terre, jambes tendues, les genoux ils commencent ça shake un petit peu. Arnold disait, there is no shake in bodybuilding, but sur l'exécution, quand on est à l'échec, si, ça shake, parce que c'est difficile de maintenir sa technique. Et à ce moment-là, on a justement, c'est une notion d'ailleurs, l'échec technique, qui devient du coup difficile. Tout simplement, ça commence à être difficile de maintenir sa rep. Par exemple, je vois souvent sur les leg curls debout, il y a plein de gens, ils terminent leur leg curl debout, le dos il est incurvé à l'intérieur, les lombaires sont totalement engagés sur l'exercice. Bonjour les leg curls debout à 50 kg, irréalisables en réalité. Mais du coup, effectivement, il y a cette troisième notion, c'est vos points de gainage et les niveaux utilisés sur le mouvement, genoux, coudes, des choses comme ça qui effectivement du coup peuvent bouger. Par exemple aussi sur les pecs, quand on essaie de faire un bon mouvement concentrique et qu'on se retrouve à ce que l'épaule soit complètement avancée en fin de répétition et donc qu'on engage totalement le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule. Donc voilà, il y a aussi cette notion de stabilité des articulations principales. Et ça du coup, si vous prenez en vidéo, vous allez le voir. Si ces points-là deviennent difficiles à être maîtrisés, par exemple au niveau articulaire, si vous avez perdu de la vitesse, si effectivement vous avez une tronche de macaque, c'est horrible, ok, c'est pas grave. Mais au moins, vous êtes venu rentabiliser votre séance. Ceci étant, on a vu du coup pas mal de points aujourd'hui sur l'échec, j'espère avoir pu répondre à pas mal de questions, et effectivement, je m'inquiétais un peu parce que je le vois beaucoup, c'est un peu la trend, je me filme, je suis à fond les ballons. Oui, mais attention quand même, parce qu'il y a des enjeux sur le terme, c'est d'essayer quand même de tenir. Alors effectivement, il faut se donner, mais rester propre. Et ça, c'est ce qu'on va retenir de cet épisode. Nous, on est propre ici, sur Next Physique, sur cette team PR, dans notre petite team. On est une team qui est propre sur elle-même. Bon, j'espère vous avoir appris des choses dans cet épisode. Si c'est le cas, je vous laisse comme d'habitude faire notre petit échange de valeurs. Merci à ceux qui le font. Si je vous ai aidé, je vous laisse m'aider en retour avec un like, un commentaire, ça m'aide énormément. Et on peut se retrouver du coup pour un prochain épisode. Merci pour la motivation que vous me donnez et j'espère vous donner de la motivation en retour. On se retrouve pour un prochain épisode prochainement. À bientôt, c'était Julien.
Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.